Concernant le DOP, donc c'est une présentation d'hypothèses qui sont retenues pour préparer le budget de l'année à venir. Ces hypothèses sont construites d'après des indicateurs et sur ces indicateurs que vous nous avez présentés sur le plan mondial et national, ce que j'observe, c'est finalement une présentation qui présente des œillères. C'est-à-dire, on pourrait peut-être compléter ça, et je vais le faire très rapidement, je vous rassure. Par exemple, le fait que le CAC 40 s'est envolé de 40% à un an, malgré la crise sanitaire, et qu'il a franchi, pour la première fois de son histoire, la barre des 7000 points. Le fort soutien aux entreprises privées par les finances publiques a porté ses fruits, fruits dont les Français attendent impatiemment le partage, surtout à travers la création d'emplois utiles à la transition sociale et écologique. Les GAFAM, qui eux sont les plus grands bénéficiaires avec certaines labopharmaceutiques de la crise sanitaire, malheureusement ce sont aussi des entreprises qui paient le moins d'impôts en masquant leurs bénéfices. Donc du coup, on passe à l'évasion fiscale. Donc c'est une gangrène qui a privé l'année dernière la France de 80 milliards d'euros d'impôts. 80 milliards d'euros, c'est presque le budget alloué pour l'ensemble des hôpitaux français. Donc, et pendant ce temps, l'hôpital public se décompose en pleine crise sanitaire. Le dérèglement climatique, donc des économistes spécialistes du sujet, ont pointé que d'ici 2025, le surcoût, donc de ses conséquences économiques, ça serait 1700 milliards de dollars par an. Et ça monterait jusque dans les années 75, jusqu'à 30 000 milliards de dollars pour l'inaction. Donc, si rien n'est fait. La pauvreté, donc j'irai très vite, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, avec quand même un élément que je souhaite préciser, c'est que nombre de dimensions de la pauvreté sont liées à une constante, c'est l'insuffisance et l'instabilité des ressources. Donc la meilleure ressource n'est-elle pas un emploi stable et correctement rémunéré qui rend à la personne sa dignité en la faisant participer à la bonne marche de la société. La précarité énergétique, donc ça c'est très d'actualité. Donc ce phénomène touchait en 2020 en France 12 millions de personnes, soit un ménage sur 5. Un ménage sur 5. La forte augmentation du prix du gaz qui entraînait mécaniquement l'augmentation de l'électricité, plus l'augmentation du prix du fioul, vont certainement faire basculer d'autres personnes dans ces difficultés-là. Je rappelle qu'à Albi, nous avons 3 quartiers prioritaires politiques de la ville, dont un des quartiers les plus pauvres de France. Donc si je m'intéresse, comme vous le voyez, au contexte mondial et aux chiffres à retenir, au-delà de celui de l'inflation et des taux d'intérêt, le contexte local est pour moi essentiel si nous voulons que la population se sente représentée et prise en compte par les élus qu'ils ont choisis. Ce que je remarque, c'est que ce n'est pas facile avec le rapport que vous nous avez présenté, parce que c'est un rapport qui est assez technique et qui pourtant devrait être à la portée de tout un chacun. De plus, je ne sais pas comment vous avez réussi à construire des hypothèses budgétaires sans aucun indicateur démographique et social. Quelle est par exemple votre hypothèse de l'évolution démographique, de la structure de la démographie? Quels sont les critères sociaux que vous avez retenus? Le taux de chômage par classe d'âge, le nombre de familles monoparentales, le nombre de retraités, d'étudiants. Quel revenu fiscal moyen des habitants? Ce sont pourtant des éléments de base importants puisqu'ils vont avoir un impact sur la fiscalité, mais aussi sur la définition des besoins de la population. C'est un peu comme si la ville était sans habitants. J'ai aussi noté quelques autres points remarquables. Par exemple, sur la fiscalité directe, pas d'augmentation des taux de taxes communales, c'est vrai, mais par contre une augmentation des impôts, puisque vous aviez baissé le taux d'abattement sur la base, ce qui a entraîné mécaniquement une augmentation du produit fiscal, donc des impôts des albigeois. Le produit supplémentaire, donc ça a été déjà signalé, et effectivement,
sur ce produit supplémentaire. Vous avez caché sous cette expression sibylline l'augmentation d'impôts pour les Albigeois pour un demi-million d'euros que vous avez décidé avec votre casquette de présidente de l'agglomération. J'en avais déjà parlé. Je remarque que vous jouez sur les mots, ce qui embrouille en fait. Mais c'est clair pour les Albigeois, à la lecture de leur feuille d'impôt, les impôts augmentent. Ensuite, autre point sur l'évolution des charges de personnel de la collectivité qui est à interroger parce qu'en fait, il a augmenté de 6 millions d'euros en 6 ans, alors même que beaucoup d'agents ont été transférés à l'agglomération et donc ne pèsent plus sur les finances de la ville. Donc je suis favorable à tous les efforts qui visent à améliorer la situation des agents de la collectivité, la prévoyance, la mutuelle, les avancements d'échelon, l'application du SMIC. Mais j'aimerais bien savoir combien ces avancées coûtent réellement parmi ces 6 millions d'euros d'augmentation. Car il nous manque une donnée importante, c'est le tableau des effectifs avec la structure des effectifs et leur évolution, mais que je crois nous aurons plus tard, c'est-à-dire au moment du budget. Autre point, l'encours de la dette faible. Donc vous écrivez que c'est lié à une bonne gestion de la dette. Est-ce pas plutôt parce que Albi est une des villes de France qui a le plus transféré de compétences de dette à l'agglomération? Il aurait été correct peut-être d'en parler aussi. Il est très instructif de comparer le coefficient d'intégration fiscale de l'agglomération albigeoise avec celui d'autres agglomérations. Autre élément, aucun engagement pluriannuel, des investissements faibles, comme si tout s'arrêtait en 2022. Je ne vais pas insister là-dessus puisque mon collègue en a parlé. Pareil pour le niveau d'épargne nette qui est en baisse continue depuis 2014. Donc ça, effectivement, la marge de manœuvre se rétrécit alors que les charges de fonctionnement augmentent. Donc ça, c'est un point inquiétant sur lequel on pourra revenir. Donc en conclusion, et j'espère que je n'ai pas été trop longue, en conclusion, je constate que l'état du monde que vous avez dressé était partiel. Tout sur l'économique, rien sur l'environnement et le social, alors que ces défis sont aussi là. Vous ne dites rien ou très peu du local, alors que c'est ce qui nous intéresse et sur lequel nous pouvons nous retrouver. Votre présentation des ressources, à mon sens, n'est pas fiable parce qu'elle est incomplète et biaisée. Vous semblez manifester plus d'intérêt pour la machine économique qu'est la ville d'Albi que pour ceux qui y vivent. Et nous proposons d'autres orientations au débat, faire reculer la pauvreté à Albi, adapter notre territoire au changement climatique et soutenir les initiatives citoyennes pour accroître la participation des Albigeois à la politique municipale. Alors, juste parce que je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps, je voudrais proposer quelque chose de très, très pratique. C'est par rapport aux problèmes énergétiques et à la précarité énergétique. Pour les personnes qui sont en précarité énergétique, c'est très souvent compliqué, même pour beaucoup de monde, d'arriver à se retrouver dans le dédale des aides qui sont possibles. Donc, ce qui pourrait être intéressant, et peut-être au niveau du CCAS, c'est qu'il y ait effectivement la possibilité de travailler sur cet accompagnement, voire éventuellement par une formation. Et je sais qu'il existe au CNFPT des formations proposées par l'ADEME sur ces questions d'accompagnement pour ces problèmes de précarité énergétique. Mais ça serait peut-être intéressant de pouvoir accompagner ces familles parce que, comme pourra en témoigner, je ne sais plus où est Madame Lacaze, régulièrement au CCAS, c'est un problème que je pointe, c'est-à-dire que plutôt que donner de l'argent aux familles qui sont en difficulté énergétique pour payer les factures, ça serait peut-être intéressant de les accompagner pour justement ne plus être dans ces difficultés énergétiques. Je vous remercie.